Gadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce lundi son homologue sahraoui Mohamed Islam Baïsat. L'adoption de la résolution 2797 au Conseil de sécurité de l'ONU sur la table des discussions. Et dans un entretien exclusif accordé à Al24 News, Ahmed Attaf est revenu sur les fondamentaux de la question sahraoui, préservés selon lui dans la résolution du Conseil de sécurité. Au Maroc, le mouvement de résistance contre la normalisation a une fois de plus mis en lumière l'engagement du régime du Merzen dans le commerce illégal du sang palestinien. On y reviendra dans cette édition. « 71 000 personnes déplacées à Al-Fasher, une semaine après la prise de contrôle par les forces de soutien rapide de la capitale de l'État du Darfour du Nord, dans l'ouest du Soudan. Et enfin, cette première historique pour la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan a été investie présidente du pays avec 97,66% des voix. Bonsoir à toutes et à tous, on entame cette édition avec ce message de félicitations du président chinois Xi Jinping adressé au président de la République Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale. Le président chinois a confirmé que son pays et l'Algérie entretenaient une amitié traditionnelle profonde depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a de cela 67 ans. Des relations qui, selon Xi Jinping, n'ont depuis cessé de se développer de manière saine et stable, donnant lieu à des résultats fructueux en matière de coopération bilatérale. Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence, ainsi qu'au gouvernement et au peuple algérien mes meilleurs vœux. Au nom du gouvernement et du peuple chinois et en mon nom personnel, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, la Chine et l'Algérie entretiennent une amitié traditionnelle profonde depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, il y a 67 ans. Ces relations n'ont depuis cessé de se développer de manière saine et stable, donnant lieu à des résultats fructueux en matière de coopération bilatérale. J'attache une grande importance au développement des relations entre nos deux pays et je reste disposé à œuvrer de concert avec votre Excellence à la consolidation de l'amitié et de la confiance mutuelle, ainsi qu'au renforcement des échanges et des coopérations dans tous les domaines, afin de permettre aux relations bilatérales, dans le cadre du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Algérie, de déboucher sur de grandes réalisations. Je vous adresse, Excellence, mes vœux de santé et de succès, tout en souhaitant à votre pays ami davantage de prospérité et à votre peuple davantage de bonheur et de bien-être. Et en parlant de guerre de libération nationale, le ministre algérien des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrif, a renouvelé l'appel de l'Algérie à reconnaître et à consacrer l'équité et la justice dans le traitement des crimes coloniaux en Afrique. Dans un discours prononcé lors de l'ouverture d'un colloque national sur les crimes coloniaux sur le continent, intitulé « Faits historiques et conséquences écologiques, Alger un exemple », Abdelmalek Tachrif a affirmé que ce que l'Afrique en général et l'Algérie en particulier ont subi comme crimes coloniaux odieux ne tombe pas sous le coup de la prescription selon tous les principes et conventions internationales et ne peuvent être oubliés mais doivent être traités par la reconnaissance de ces derniers. Ce que l'Afrique en général, l'Algérie en particulier, ainsi que de nombreux peuples à travers le monde ont subi comme crimes coloniaux sont imprescriptibles selon tous les principes et chartes internationaux. Ces crimes ne peuvent être effacés par l'oubli, mais doivent être poursuivis par la reconnaissance de ces atrocités. Il ne peut y avoir de justice humaine sans reconnaissance, ni d'avenir sans équité. Notre honorable rencontre d'aujourd'hui ouvre une nouvelle page dans l'étude des séquelles environnementales des crimes du colonialisme, dont les générations continuent
encore aujourd'hui à payer le prix. En mettant en lumière cette dimension, nous franchissons une étape scientifique nécessaire pour approfondir notre compréhension des crimes coloniaux et pour mettre en évidence la responsabilité des puissances coloniales dans les atteintes portées à l'environnement, à l'être humain et à l'urbanisme. Et dans le même contexte, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu cet après-midi le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Islam Baïsat. Lors de cette rencontre, les discussions entre les deux parties ont porté sur l'examen et l'évaluation des résultats des discussions qui ont eu lieu en octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la question du Sahara occidental et sur les conclusions de ces discussions qui ont abouti à l'adoption de la résolution numéro 2797 visant à renouveler le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Les ministres ont salué le maintien par la résolution adoptée des principes et des bases d'une solution juste, durable et définitive au conflit, en particulier son accent sur la nécessité de négociations entre les deux parties de ce conflit, à savoir le Maroc et le Front Polisario. Après une discussion approfondie et longue, cette recommandation a été adoptée. Elle met sans ambiguïté l'importance, le caractère fondamental et la centralité du principe d'autodétermination, mentionné dans 2 de ses articles. Elle affirme également, de manière claire, la centralité des Nations Unies et du cadre onusien pour la résolution de ce conflit lié à l'autodétermination, tout en préservant le rôle de l'agence internationale créée par la communauté internationale afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui a également exprimé la reconnaissance de son gouvernement envers l'Algérie et les pays amis pour leur contribution à la préservation du plan de paix africain et à la défense du principe d'autodétermination au sein du Conseil de sécurité. Nous, en tant que parti sahraoui, sommes venus exprimer notre profonde gratitude à l'Algérie, en tant que pays ami, voisin et membre du Conseil de sécurité, ainsi qu'aux pays amis au sein du Conseil qui ont accompli un travail important pour préserver le plan de paix africain, son orientation générale, ses fondements et sa méthode. Nous entamons à présent l'étape suivante, qui consiste à définir les modalités et les mécanismes de mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera appliquée. Cette phase se déroulera naturellement à travers les échanges entre la partie sahraoui et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Justement, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a accordé un entretien exclusif à Al-24 News dans lequel il a souligné que les fondamentaux de la question du Sahara occidental restaient préservés dans la résolution du 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, précisant que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été découplé par rapport au plan d'autonomie et il doit s'exercer conformément à la légalité internationale et à la charte de l'ONU. Le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa souveraineté sur le Sahara occidental, a été enlevé. Le texte a été expurgé des 2 références qui étaient faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Cette référence est restée dans le préambule. Elle est restée dans le préambule avec moins de force juridique, mais au plan du dispositif lui-même, du dispositif de la résolution, il n'y a absolument plus aucune référence, ni à l'État marocain, ni à la souveraineté de l'État marocain sur le Sahara occidental. Deuxièmement, le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la charte des Nations Unies. 4e point très, très important, la MINURSO
que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformé radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'une année. Un projet de loi tellement déséquilibré et partial selon Ahmed Attaf qu'il ne reflétait que la position d'une seule partie. On écoute. Ce projet de résolution était tellement déséquilibré, il était tellement partial, au point qu'il ne reflétait que la position d'une partie. C'était tellement outrancier qu'au bout du compte, il y a eu 8 pays, plus de la moitié des membres du Conseil de sécurité, qui ont introduit des amendements. Il n'y avait pas que l'Algérie qui avait introduit des amendements. 8 pays, de tous les continents, ont introduit des résolutions parce qu'ils ont estimé que c'était trop, que le texte était trop partial, trop déséquilibré, trop en faveur d'une partie et trop contre l'autre partie. Et donc, il y a eu ces amendements. Nous-mêmes, nous avons aussi présenté nos amendements. Et nos amendements ont tous tendu vers 3 objectifs. 1. Le plan d'autonomie ne saurait en aucune manière être le cadre exclusif et unique de la recherche d'un règlement politique à la question du Sahara occidental. 2. Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui doit s'exercer conformément au droit international, à la Charte des Nations Unies, à la résolution 1514, et non pas conditionné au contenu du plan d'autonomie marocain. Et 3. La MINURSO doit être prorogée pour remplir sa mission d'organisation du référendum. Revenant à la non-participation de l'Algérie au vote vendredi sur la résolution du Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution, mais une petite disposition au niveau du préambule a fait que l'Algérie s'était finalement abstenue. Je vais vous livrer un scoop, très honnêtement. L'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule. Nous avons demandé, dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça, techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Ce n'est pas parce que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés, mais nous étions à 2 doigts de voter pour la résolution. Il fallait simplement enlever cette référence au niveau du préambule, je le maintiens, parce que dans le dispositif du texte, la référence a été enlevée. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs rappelé qu'il existait 17 territoires non autonomes à l'ordre du jour des Nations Unies. Tous ces 17 territoires sont éligibles et sans contestation aucune à l'exercice du droit à l'autodétermination et qu'il ne devrait pas y avoir un exceptionnalisme sahraoui. On les appelle les territoires non autonomes. Il en existe 17 à l'ordre du jour des Nations Unies. Tous ces 17 territoires sont éligibles sans contestation aucune à l'exercice du droit à l'autodétermination. La Nouvelle-Calédonie, les territoires sous domination britannique, les territoires sous domination de la Nouvelle-Zélande, tous ces pays, tous ces territoires appelés territoires non autonomes sont éligibles au regard des Nations Unies, éligibles au droit à l'autodétermination. Pourquoi devrait-il y avoir un exceptionnalisme sahraoui ? Au Maroc, le mouvement de résistance contre la normalisation a une fois de plus mis en lumière l'engagement du régime du Merzen dans le commerce illégal du sang palestinien. Dans un communiqué publié ce lundi, le mouvement a dénoncé l'arrivée d'un nouveau cargo au port de Tanger pour acheminer des armes létales vers les territoires palestiniens occupés. Il accuse le Merzen de renoncer à la souveraineté nationale et de trahir la volonté populaire et d'être complice dans une guerre d'anéantissement, malgré le fait d'avoir vraisemblablement signé une lettre avec près de 50 autres nations
au secrétaire général de l'ONU il y a un an, demandant l'interdiction de l'armement de l'entité sioniste. Le navire Myers Norfolk se trouve maintenant au port de Tanger, où il chargera des conteneurs classés comme marchandises dangereuses et partira vers les ports occupés de Haïfa et Ashdod, comme il l'a fait depuis novembre 2024, en violation flagrante des engagements et traités internationaux signés par le Maroc, ce qui en fait un contributeur aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité contre un peuple frère, le peuple palestinien. Dans le cadre de ses activités scientifiques, l'Institut national d'études de stratégie globale a organisé ce lundi à Alger une conférence autour du capital humain et de la formation. Cette rencontre, qui s'inscrit dans la démarche de réflexion sur les grands enjeux du développement national, a réuni experts, chercheurs et responsables institutionnels qui ont souligné l'importance de la valorisation du capital humain comme levier essentiel pour renforcer la souveraineté économique nationale. L'autre question, ça nous plonge quand même dans une problématique. Le directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, Abdelaziz Mjahed, a de son côté lancé un appel à une prise de conscience collective autour de la valorisation du capital humain, considéré aujourd'hui comme la clé du développement et de la souveraineté nationale. Dans le cadre du perfectionnement permanent et dans le cadre de l'amélioration continue, toujours, il faut chercher les points d'appui, il faut chercher sur quoi s'appuyer pour faire avancer les choses. La chose la plus importante, c'est prendre conscience de sa situation, de faire une évaluation honnête et objective, cerner tout ce qui est positif, le mettre en valeur, le consolider, et aussi ne pas oublier ce qui est négatif et chercher les solutions et le corriger. C'est comme le médecin qui fait un diagnostic et apporte les correctifs nécessaires pour y remédier au mal. Au Soudan, quelques 71 000 personnes ont été déplacées à Al-Fasher et dans les villages alentours, une semaine après que les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la capitale de l'État du Darfour Nord dans l'ouest du pays. Selon l'OIM, les équipes sur le terrain estiment qu'entre le 1er et le 2 novembre, environ 8 600 personnes ont été déplacées à cause des affrontements dans la ville. À noter que la famine a été confirmée à Al-Fasher et à Koudougli par le système intégré de classification de la sécurité alimentaire soutenu par l'ONU. Justement, au milieu de la guerre, certains civils ont témoigné de l'horreur dont ils sont victimes depuis plus de 2 ans. Les détails avec Samira Bouabdallah. Contraints de fuir Al-Fasher pour échapper aux exécutions perpétrées par les forces paramilitaires de soutien rapide, des Soudanais racontent l'horreur vécue les dernières semaines avant d'atteindre Tawila, dans l'état du Darfour du Nord. Tout le monde a fui la ville, les soldats et les civils ont fui. Tout le monde s'est précipité pour échapper aux tirs qui nous entouraient. Alors que nous fuyions, nous avons croisé des membres des forces de soutien rapide dans la rue. Ils m'ont demandé mon argent et mon téléphone et m'ont demandé si j'avais un couteau sur moi. Ils ont tout pris. Ces témoignages de Soudanais désespérés, chassés de force de chez eux en raison de la violence inouïe dans laquelle la région s'est enfoncée, racontent que l'intensité des tirs n'avait jamais été aussi forte et que les crépitements des armes étaient dans chaque recoin. Je dormais et je me suis réveillé au son des tirs nourris tôt le matin. Je n'avais jamais entendu de tirs aussi intenses auparavant. Ça n'arrêtait pas depuis 3 ou 4 heures du matin. Alors que je fuyais Al-Fasher, je n'ai vu aucun corps, mais j'ai entendu des tirs provenant de toutes les directions. Depuis dimanche, plus de 36 000 personnes ont fui les violences selon l'ONU, cherchant refuge pour la plupart dans la périphérie de Tawila. Un nouvel exode qui illustre l'ampleur du drame humanitaire en cours à Darfour, le plus important que l'humanité n'a jamais connu. Les déplacés qui ont quitté Al-Fasher se comptent par dizaines de milliers. Une fuite en avant pour échapper au massacre.
La présidente du CICR a d'ailleurs fait part de ses inquiétudes concernant les violences commises contre les civils et a appelé à un arrêt immédiat des combats pour pouvoir apporter assistance et protection à la population civile prise au piège. Sohila Kelal. Elle serait entre 60 et 70 000 personnes à avoir fui la ville soudanaise d'El Fasher entre dimanche et mercredi dernier, après la prise du dernier bastion dans la région du Darfour par les forces de soutien rapide. La chute d'El Fasher s'est faite dans un bain de sang. Une situation humanitaire très inquiétante que la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mariana Spoljaric, décrit comme l'histoire qui se répète dans la région du Darfour. C'est atroce ce que nous entendons des gens à qui nous parlons. Et cela me rappelle ce que j'ai déjà vu il y a plus de 2 ans, lorsque j'étais en charge à la frontière du Darfour. L'histoire se répète et la situation empire à chaque fois qu'un territoire tombe entre les mains de l'autre camp. La prise d'El Fasher le 26 octobre dernier marque donc une étape importante du conflit au Soudan. Les FSR contrôlent désormais plus du quart du territoire du pays. Si des dizaines de milliers de personnes ont pu fuir les massacres, de nombreux autres sont toujours piégés à la merci des FSR et sans aucune assistance, car aucune organisation humanitaire ne peut s'y aventurer, vu le danger permanent. Des dizaines de milliers de personnes ont fui El Fasher, mais nous supposons que plusieurs dizaines de milliers d'autres sont encore sur place, sans nourriture, sans eau, ni soins médicaux. Les drones créent un environnement où plus aucun endroit n'est sûr, que ce soit pour nous ou pour les populations civiles. Le conflit au Soudan n'est pas le seul à défrayer la chronique. Plusieurs régions du monde sont minées par des conflits armés et des guerres. Dans le cas de Gaza, il est carrément question de génocide. Selon la présidente du CICR, le monde vit une décennie de guerre, mettant en cause l'évolution rapide des technologies militaires, notamment les drones, qui créent un environnement d'insécurité générale. Nous vivons une décennie de guerre. Statistiquement, je peux le prouver, car depuis quelques années, les dirigeants au pouvoir ont enregistré beaucoup plus de conflits qu'auparavant. Au total, c'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans, soit environ 130 conflits, ce qui est beaucoup trop pour que la communauté humanitaire puisse y faire face. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre de violents affrontements entre l'armée soudanaise et les FSR. Selon les rapports des Nations Unies, le conflit au Soudan aurait fait au moins 20 000 morts et plus de 15 millions de déplacés internes et réfugiés. On en parlait tout à l'heure en titre. En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan a été investie ce lundi présidente du pays avec 97,66% des suffrages selon la commission électorale. Hassan devient ainsi la première femme élue à la présidence de la Tanzanie. Elle était auparavant vice-présidente de 2015 à 2021 et avait accédé pour la première fois à la présidence en mars 2021 suite au décès du président de l'époque, John Magufuli, marquant ainsi une étape historique importante. Moi, Samia Suluhu Hassan, je jure fidélité à l'Union démocratique de Tanzanie et je m'engage à préserver, protéger et défendre la Constitution de la République unie de Tanzanie, telle que stipulée par la loi. Et direction la 28e édition du Salon international du livre d'Alger avant de se quitter, où la question de l'esclavage à travers la littérature africaine a été abordée en interrogeant la mémoire, la douleur et la résistance. C'était justement le thème d'une conférence débat animée par Maxime Vignon, professeur de littérature et de linguistique, venu partager son expérience et son analyse sur la manière dont la littérature africaine permet aujourd'hui de raviver la mémoire de l'esclavage. Mais comme créatrice de sens et porteuse d'humanisme. La littérature africaine fait déjà un travail exceptionnel en la matière. Vous voyez, ça dépend de la profondeur de la lecture. On peut lire un texte de façon superficielle parce qu'il y a beaucoup de styles d'écriture qui font, n'est-ce pas, que ce travail sur la mémoire, lorsqu'elle est analysée en profondeur, on se rend compte que c'est-à-dire ce qui se fait actuellement impacte énormément. Vous voyez un peu, surtout la jeunesse. Lorsqu'on prend l'Afrique, elle est majoritairement peuplée de la jeunesse. Alors aujourd'hui, lorsque vous prenez un jeune Africain, il y a plus ce complexe qu'ont vécu nos anciens. Et ça, c'est le travail sur la mémoire.
Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.